Voilà, de retour sur le plateau de Dimanche c'est politique pour le duel. Nos deux invités sont en plateau. Je vais commencer par présenter Ruben Abadagan. Bonjour. Bonjour. Analyste politique, affilié au parti FCBE, que vous ne représentez pas ce matin. En face, Antoine Adoukonou, analyste politique également, Oui. comptable de profession, affilié au Bloc républicain, que vous ne représentez pas ce matin. Merci beaucoup. Je dois rappeler, pour que la distribution soit complète, que vous êtes entrepreneur BTP. Vous aimez bien les marchés publics? Bon. Qui n'aime pas les marchés publics? Non, assumez, vous aimez bien les marchés bien publics. Sûr. Ah, donc on va rester avec vous. On va rester avec vous pour évoquer cette question qui revient par à coup. Encore cette semaine, il y a prétexte encore à se poser cette question. Est-ce que, pour vous qui connaissez ce milieu professionnellement, comment se fait-il qu'avec toutes les digues qu'on met en place, les processus de transparence et de contrôle, qu'il y en ait encore qui soient soupçonnés, accusés de détournement, de malversation? Est-ce une tentation à laquelle on ne peut résister? Déjà, je vous remercie, Monsieur François Xavier, pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs de ETélé. Je crois que le problème de la corruption, c'est un mal très profond, tellement profond qu'il faut revoir peut-être ou ajuster la formule pour lutter efficacement contre le phénomène. Parce que, qu'ils vous souviennent, en 1972, avec l'avènement du régime, du pouvoir révolutionnaire de Mathieu Kérékou, moi je me rappelle, j'ai lu le discours programme avec la célèbre phrase où il est dit « Je gagne 15 francs par mois, c'est ma solde et elle me suffit ». D'accord? Dans le discours, il a été précisé qu'il y a des personnalités politiques, des hommes, 3 hommes politiques qui gagnent 25 francs le mois inutilement. Et que dès octobre 1972, que ces 75 francs resteront dans les caisses de l'État. Ce discours a eu un impact sur les citoyens, sur les cadres béninois. Il y a des mesures qui ont été prises à l'époque pour lutter efficacement contre la corruption, le détournement des fonds publics. Mais force est de constater que même le pouvoir révolutionnaire, l'une des causes de l'échec du pouvoir révolutionnaire, oui, l'une des causes de l'échec du pouvoir révolutionnaire, la corruption, le détournement des fonds publics. Vous voyez, et qu'ils vous souviennent, en 2008, il y a eu un forum, d'accord, pour quand même moraliser la vie publique. Donc, ce n'est pas des mesures qui ont manqué. Aujourd'hui, nous avons la Cour des comptes, nous avons la criette, nous avons beaucoup de choses qui ont été mises en place pour décourager ces cadres-là qui ont la gâchette facile pour toucher au bien commun. Donc, c'est un mal récurrent. Et pour endiguer ce phénomène, même si zéro corruption n'existe nulle part au monde, quand même pour limiter le phénomène, il faut revenir à l'éducation. À une éducation patriotique basée sur des valeurs patriotiques pour que nos enfants qui sortent des collèges, des universités, puissent avoir cette fibre patriotique comme l'argent de l'État, elle est sacrée et on ne touche pas puisque c'est grâce à ces ressources qu'il faut construire des routes, qu'il faut construire des centrales électriques, construire des modules de classe. Vous allez dans des communes où vous voyez des enfants entassés dans une salle de plus de 60 personnes. Alors que avec les fonds qui sont détournés chaque année, ces fonds-là peuvent servir à construire des modules de classe, bureaux, magasins. Donc il faut aller à la base pour guérir le mal. À la base, ça commence par l'éducatif. Donc il faut une réforme en matière d'éducation. Il faut que dans le curricula de nos enfants, parce que force est de constater que de 72 à aujourd'hui, le mal est là. Alors il faut changer de paradigme, aller à l'éducation, une éducation patriotique pour que nous puissions avoir une génération de patriotes qui, pour eux, pour rien au monde,
il faut toucher à l'argent public. C'est très important. Antoine Alukonou, est-ce que en fait on ne grossit pas un peu trop le trait en salam pour pas grand-chose, simplement parce qu'on peut se féliciter, on peut être satisfait quand même que le système de détection et de contrôle fonctionne. C'est parce que ça fonctionne qu'on en parle. C'est parce que des PRMP sont suspendus qu'on en parle. C'est parce que des détournements avérés sont déterrés par la BEF qu'on en parle. C'est parce qu'on défait des gens devant la justice, même s'ils sont présumés encore innocents, qu'on en parle. Donc on peut se féliciter de ce qu'on puisse parler des cas, mais déjà de ce que ces cas-là puissent être détectés. Oui, je pense que la question de la lutte contre la corruption est une question permanente. C'est une question permanente. Et ce, dans le monde entier. Si vous prenez les statistiques en termes de classement des pays les moins corrompus aux plus corrompus, vous constatez simplement que même le premier pays le moins corrompu n'est pas arrivé à réunir 100 points sur 100. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque part quelques écueils de corruption, puisqu'il s'agit des humains, et l'humain dans son imperfection, faire en sorte que atteindre 100% de ces seuils n'est pas facile. Cependant, il faut poursuivre en prévenant le mal en amont et bien sûr même en aval. En amont, c'est qu'il faut mettre des dispositifs de contrôle interne qui permettent quand même qu'il y ait des règles qui obligent les gens à avoir moins de contacts entre corrompus et corrupteurs. Et je pense qu'en la matière, je ne jette pas des fleurs au régime de la rupture. Il est constaté avec nous tous que de grands efforts ont été faits. Vous venez de le dire, de grands efforts ont été faits parce qu'aujourd'hui, nous avons la digitalisation des services publics qui est en train de connaître une avancée notable. Et ceci permet donc d'éviter toujours les contacts. Au niveau des ministères, les contrôles internes sont renforcés. Et en aval également, on constate que l'impunité n'a plus de règles. Vous constatez avec moi que même si aujourd'hui vous êtes de la mouvance présidentielle, bon teint, cela ne vous occulte pas, ne vous enlève pas de subir les rigueurs de la loi lorsque les fautes de corruption sont avérées. Donc je pense que l'essentiel en fait est fait. Et il revient à nous, acteurs politiques, à nous, citoyens, de prendre le relais par rapport à tous ces efforts que le gouvernement est en train de faire, parce que le gouvernement n'a pas un appareil qui est collé au cœur de chacun, à la pensée de chaque citoyen, et qui dessine le graphique de la pensée de chacun. Donc le gouvernement ne peut qu'agir sur les instruments qui existent un peu partout dans le monde pour pouvoir éradiquer le mal. Et donc, il revient à chacun de nous de savoir que c'est de l'effort commun que jaillira quand même la richesse du pays. Et c'est dommage qu'avec tous les efforts que le gouvernement actuel a fait, et malheureusement, on assiste encore à des cas de corruption avérés. Oui. Est-ce que je vous pose la même question qu'Antoine Alukonou? Est-ce qu'on ne peut pas se féliciter de ce que ces cas, les contrôles soient renforcés et que les différentes structures qui sont habilitées à fouiller, détecter et sanctionner soient alertes et nous permettent aux citoyens et rassurent le citoyen quant à la, on va dire, sécurisation des données publiques. Et surtout que, comme Alukonou le dit, ça chasse même dans le camp du pouvoir, parce que le dernier cas dont on parle, l'OBSU, dirigé par, même s'il est présumé innocent, il faut prendre les précautions qu'il faut,
Là même, c'est des personnalités, des cadres qui ont été chevilles ouvrières de la mouvance, qui appartiennent à des partis de la mouvance présidentielle. Donc ça chasse même dans le camp du gouvernement, en tout cas de cette famille politique. Est-ce que ce n'est pas de nature à rassurer les uns et les autres? Bon, je crois que c'est déjà heureux, d'accord, que des cas de corruption, de détournement ne soient plus occultés et que ces questions, quand même, sont sur la place publique, d'accord, et qu'il y a une lutte qui est faite aussi bien du côté de ceux qui se réclament être proches du pouvoir en place que de ceux qui se réclament de l'opposition. Mais c'est un piège, d'accord, de voir les choses sous l'angle politique, parce que ce combat-là, c'est un combat tellement sérieux, parce que la corruption, c'est le frein qui empêche le développement économique de tous les pays. Et encore un pays comme le Bénin, nous ne pouvons pas nous permettre, d'accord, d'ici 2030, d'être toujours en train d'enregistrer, d'accord, des cas de détournement de masse du dernier public. Donc, il faut que le combat... Détournement de masse, Bon, c'est pas avéré. Détournement de masse, de toute façon, on laisse la justice faire son travail. Oui. Mais le problème, c'est que il faut chercher la solution sur deux aspects. C'est-à-dire sanctionner et gravement, d'accord, et travailler pour avoir une nouvelle génération, comme je vous l'ai dit, patriotes. Oui. De jeunes patriotes. Parce que c'est un problème de société. D'accord, avant que vous nous poursuiviez, permettez-moi de revenir sur votre expérience à vous. Est-ce que ça ne vous rassure pas en tant qu'entrepreneur d'avoir des PRMP, c'est comme ça qu'on les appelle, des personnes spécialistes, responsables des marchés publics, d'avoir des PRMP qui soient constamment sous surveillance et sous contrôle pour, en tout cas, en ce qui concerne l'attribution des marchés publics. Est-ce que, techniquement, ça ne vous rassure pas? Non, ça rassure. Oui. Ça rassure. Et je vous dis, la lutte, vous savez, les luttes les plus efficaces, c'est l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui façonne les consciences, qui donne le type de société que nous souhaitons. Aujourd'hui, c'est là où j'en venais. Nous avons une société qui s'élève beaucoup plus les comptes valeurs. C'est-à-dire que l'homme politique qui détourne, d'accord, beaucoup d'argent, vous voyez dans sa localité, il est célébré. Les comptes valeurs sont célébrés. Et c'est là où le mal est profond. Parce que quand vous voyez des jeunes qui sont derrière et qui voient des aînés détourner des milliers de nos francs CFA, des millions de nos francs CFA, voire des milliards, et qui se promènent, d'accord, et qui occupent même des postes de responsabilité, mais ça, je me dis, bon, moi-même, quand je serai là, attention, je vais faire mieux pour que je sois respecté dans ma localité, dans ma commune, dans mon parti politique, parce que la société a tendance à accepter, d'accord, à accepter le phénomène, et c'est là où le mal est profond. Déjà, il faut se réjouir, comme vous l'avez dit, du contrôle permanent, d'accord, des PMP, du fait qu'il y a la crête qui est là et qui ne lésine pas sur les moyens pour traquer ces délinquants en costume, comme en col blanc. En col blanc, voilà. Mais il faut aller à la source du mal. Et aller à la source du mal, c'est mettre en place une réforme qui va permettre à notre pays d'avoir une nouvelle génération de cadres patriotes qui sont capables de travailler et de se contenter de leur salaire sans pour autant prendre les sous qui sont réservés à une activité économique susceptible d'impacter quand même nos populations. C'est vraiment là où le travail reste à faire. Nous avons plusieurs batteries. Nous avons aujourd'hui la Cour de répression. Nous avons la brigade économique et financière. Tout ça, c'est bien. C'est des mesures pour intimider. D'accord? Mais tant bien même qu'on intimide, regardez ce régime-là, un régime où on dit le régime de la rupture fait peur parce que quand c'est mal fait, on tape, on sanctionne. Et pourtant, donc, c'est bon déjà d'appréhender ces délinquants, d'accord? C'est bon de laisser la justice faire son travail de façon impartiale, mais c'est aussi bon de travailler à la prévention
pour qu'on puisse célébrer les valeurs et non les contre-valeurs. C'est là où le mal est profond, parce qu'on a tendance à... Et c'est ce que nous lisons dans l'opinion, c'est ce que nous vivons quand nous sommes dans la population. Certains cadres pensent que l'accumulation de biens, c'est ça le bonheur, c'est ça la réussite. Et c'est ça qu'il faut travailler à inverser cette courbe-là. Et vous allez voir, des pays comme la Chine, ils ont lutté de façon implacable contre la corruption. J'ai attendu qu'il y a des gens qui sont condamnés de mort pour détournement de fonds publics. Il faut aller oui, à des mesures. La peine de mort. La prévention, oui, non, je ne suis pas pour la peine de mort. Oui. Mais la prévention et la sanction. Il ne faut pas que la sanction, ça se limite juste à une poursuite et à une petite peine où la personne, 5 ans, 10 ans, il revient, il a déjà préparé sa retraite. Non, il faut sanctionner, y compris même les... Donc, pour vous, 10 ans, c'est une petite peine. De toute façon, il faut démontrer aux gens que ce qui appartient à l'État, on ne le touche pas. Parce que si on touche, nous sommes un pays qui, vous voyez ce qui se fait aujourd'hui, on voit, on a des routes et autres, mais attendez, c'est des dettes qu'il faut rembourser. D'accord? Et c'est la fiscalité, c'est nos sous. Mais déjà que nous avons des défis à l'ODD, des types bien précis à atteindre, et que les cadres béninois ne peuvent pas se contenter du minimum qu'ils gagnent, et il faut prendre ce qui est destiné à construire, par exemple, un forage à Kobli, d'accord, un château d'eau à Tangueta. Il faut détourner ça pour pouvoir jouer aux grands politiciens pendant les campagnes. Il faudrait que nous puissions d'abord sanctionner et travailler à prévenir pour que la génération qui arrive puisse quand même inverser cette courbe-là. Antoine Loukonou, ce n'est pas une fuite en avant d'espérer le grand remplacement des cadres, et puis parce qu'on les aura remplacés tous, on arrivera à une nouvelle génération qui sera un peu plus enclin à respecter le bien public. Mais bon, il y a la variable argent, vous êtes comptable, argent, monnaie sonnante et trébuchante, la tentation est toujours là. Non, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes des humains. Et en nous, il existe des imperfections. L'homme n'est pas infaillible. Et donc, face à cette infaillibilité de l'homme, la tendance d'aller vers le mal existe. Quand bien même on tente de résister pour aller vers le bien. Je crois quand même que, comme je vous l'ai dit, ce sera une quête permanente, cette lutte. Et je me réjouis que mon co-panéliste a touché du doigt un élément très fort. Et le fait qu'on célèbre les contre-valeurs contribue énormément à réduire, à renverser cette courbe-là. Vous savez que aujourd'hui, nous avons des gens qui sont soupçonnés de faits de corruption sous l'ancien régime et qui sont actuellement hors du pays parce que certainement la justice les a appelés pour répondre de leurs actes. Et vous connaissez l'opinion du citoyen béninois sur le sujet. Ils ne sont jamais aperçus comme des gens qui ont détourné ou bien qui sont présumés être faits des détournements de données publiques. Ils sont considérés comme des gens, des exilés politiques. D'accord? Et quand c'est comme ça, et que la population même, parce que les pouvoirs publics n'exercent le pouvoir qu'au nom du peuple souverain. Et donc, si le souverain lui-même n'accompagne pas le délégataire du pouvoir, il sera difficile à le délégataire du pouvoir, d'être en phase avec le peuple. Vous prenez, pour un peu illustrer l'exemple que M. Ruben a donné, quand vous êtes dans une localité, celui qui est appelé homme politique, ce n'est pas celui qui a des idées, ce n'est pas celui qui défend un idéal, ce n'est pas celui qui a une prospection pour le pays. Celui que le citoyen considère comme étant un homme politique, c'est celui-là qui est capable
de lui régler ses problèmes. Oui, de distribuer des billets de banque, de venir soutenir socialement les gens de sa localité. C'est lui qui est vu comme cet homme politique à qui on peut laisser son suffrage. Donc, le peuple même accompagne d'une manière ou d'une autre la corruption sans le savoir, parce que cet homme politique qui vient et qui arrive à satisfaire plus ou moins vos besoins, est-ce que vous vous posez la question de savoir quelles sont les sources de revenus qui lui permettent de faire cela? Et plus vous le poussez à cette tendance, plus il est tenté de s'inscrire dans la corruption pour trouver de l'argent au fin de satisfaire à vos besoins. Donc, je dis cela pour montrer que la lutte, c'est une lutte de tout le monde. Si nous voulons que on lutte, que les pouvoirs publics fassent bien leur travail, il faudrait que lorsque un chef d'État, un gouvernement est en train de vouloir renverser la tendance, comme le fait un peu le gouvernement actuel, il faut que les populations l'accompagnent. Il ne faut pas que les populations soient dans le sens inverse pour que on taxe peut-être ce gouvernement de traqueurs, d'opposants. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est ça, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, tu dis, bon, comme Ruben est en train de le dire là maintenant, si malheureusement c'est son père qui est pris, quelle sera sa posture? C'est ça. Parce que tu dis, bon, il faut attraper les gens, mais malheureusement, peut-être que ton père fait partie de la liste, ton frère fait partie de la liste, ta mère, tes parents font partie de la liste, et dès qu'on les touche, le sentiment parental, familial fait que tu es obligé de changer de version. Actuellement, j'ai lu quelque part que le fils de Joe Biden serait dans de beaux draps aux États-Unis. D'accord? Ici, on n'est pas encore arrivé là. Président en exercice. Oui, président en exercice. Et son enfant est traqué par la justice pour fraude fiscale, bien, je ne sais pas là. Fraude fiscale. Voilà. Est-ce qu'en Afrique, en l'occurrence au Bénin ici, un chef d'État au pouvoir, est-ce qu'il peut voir son enfant être poursuivi comme ça par la justice? Donc, il y a un problème d'abord d'anthropologie, de social, qui est là, qu'il faut traiter par l'éducation, par l'exemple, pour que tout un chacun de nous puisse s'aligner sur cette courbe-là, au fin que nous ayons des résultats meilleurs. Nous n'avons jamais dit que lorsque vous êtes nommé, il faut rester affamé. Il y a des privilèges, il y a des avantages. Vous avez des émoluments, vous avez un traitement. Vous avez beaucoup de choses qui sont liées à votre fonction. Et vous n'avez pas besoin nécessairement de penser que c'est lorsqu'on a le milliard que vraiment on est heureux. Bon, même quand vous êtes comptable, vous n'êtes pas affamé. Vous savez, je suis dans la pratique quotidienne de ce que vous dites. Oui. Et je ne dirai pas grand-chose. Oui. Mais je vous dis que... Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas affamé. Non, ce que je vous dis, même lorsqu'on nomme les gens, même en restant normalement dans vos prérogatives, il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à ce poste-là. Et c'est quand vous voulez aller au-delà et que vous êtes en train de voir que le mauvais exemple, les gens vont vous dire que quand on a nommé ton frère ici, à ce poste, nous avons vu ce qu'il a réalisé, nous avons vu ce qu'il a été pour nous. Mais toi, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on t'a mis au même poste. Surtout, surtout pour ce régime, vous pouvez rester 10 ans. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu difficile. Il ne faut pas qu'on attaque seulement la hiérarchie. Il faut qu'on commence par sensibiliser aussi la base. Vous avez vu cette allégorie du chef de l'État qui nous fait rire, mais qui est une réalité. Ça dit... Et quand le parent vient, même celui qui perd ton enfant, et il t'appelle faux parce qu'il sait que dès que tu descends de Cotonou, tu vas régler les problèmes en instance. C'est vrai, ça fait rire, mais comme le chef d'État l'a dit,
le pays ne peut jamais prospérer lorsque on va ouvrir la vanne à tout bout venant. Donc je pense qu'il faut quand même réglementer les choses. Oui, donc il pointe une complicité aussi des populations. Oui, je le rejoins sur ce point. Et c'est pour dire, il y a un pays, j'ai suivi un documentaire, il y a un pays en Europe où chaque fin d'année, on publie, d'accord, sur le site du ministère des Finances, les revenus de chaque citoyen. Et il suffit d'aller juste sur le site et tu tapes le nom et tu sais combien la personne a gagné chaque année. C'est la transparence. Est-ce que le peuple veut? Vous voyez, il faut déjà qu'on arrive à cet idéal-là et qu'on ne reste pas dans les clivages, opposition, mouvance et qu'on se cache sous des... mais en même temps, en tant que responsable politique, oui, le pays dont vous parlez, c'est la Suède. La Suède, voilà, merci. C'est la Suède. Merci. Encore faut-il que le citoyen, pour aller... disons, constater combien son voisin ou bien le chef de l'État ou tel ministre... il faut déclarer les biens. Il faut que lui-même aussi soit en règle. C'est un problème chez nous. Oui, c'est le problème. C'est un problème structurel, sociétal. Comme mon frère Adouko nous l'a dit, quand la société, c'est la société qui façonne au fait les cadres que nous avons. Et c'est pour cela que je dis le vrai travail, en dehors des sanctions, d'accord. Mais ce que vous voulez dire, est-ce que c'est juste un problème de cadre? Si la grande masse, généralement qui ne paye aucun impôt, à part la TVA, de quel droit il irait contrôler ceux qui sont en haut fond? Puisque eux-mêmes ne participent grosso modo à rien. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut commencer à rechercher la solution à ce problème, à la source, par l'éducation. Moi, je regarde, il y a des pays où quand un directeur de société en arrive à détourner de l'argent de la société, tellement sa conscience le dérange, que lui-même il démissionne. Il faut qu'on en arrive à cet idéal où le citoyen lui-même s'autocritique. Mais j'ai fait quoi là? Mais pour le moment, nous avons une société qui encourage le phénomène. C'est pour cela que je vous ai dit, le mal est tellement profond qu'il faut recommencer ce travail-là dès la base. Est-ce que notre système éducatif aujourd'hui répond à ça? Non. Aujourd'hui, quand vous allez dans un même sur nos campus, vous voulez avoir un document, il faut faire une rang, quelqu'un d'autre vient, il donne quelque chose, d'office on le positionne, ou vous venez à la banque, d'accord, il y a une numérotation, les gens respectent la numérotation, vous revenez, parce que vous avez un oncle à l'intérieur, vous l'appelez, vous venez, vous vous placez, vous prenez, vous êtes servi rapidement. Mais tout ça, là, ça façonne la société. Quand les gens voient les comptes valeurs qui sont promus, les comptes valeurs qui sont célébrés, les gens se disent, bon, autant avoir le pouvoir économique, et quitte à prendre l'argent du public pour pouvoir avoir ce pouvoir économique et faire le DA, faire le chef dans sa localité, dans la société. Donc, le travail qu'il faut faire en dehors, parce que nous avons parlé du cas du directeur général du sport scolaire universitaire. Nous parlons de son cas, qui est jeune. Qui est encore présumé innocent. Qui est présumé innocent, qui est un jeune. Donc, nous, le travail à faire, ça commence à la base. Il faut que la nouvelle génération qui viendra d'ici 2030, que ce soit une génération de vrais patriotes qui ont le souci de travailler réellement pour le développement économique de notre pays. On aura beau sanctionner, on aura beau juger les gens, on aura beau tout faire, si nous ne prenons pas le mal à la source, nous ne pourrons pas régler ce problème-là. Et ça sera toujours un problème récurrent dans notre société. Voilà, je dois encore rappeler une fois, il est important de le dire que par rapport au cas que vous soulevez, les mises en cause sont bien sûr, il y a la présumée innocent. Voilà, il faudra que la justice fasse la preuve de leur culpabilité. Voilà. Mais bon, entre nous, en tant qu'acteurs politiques, vous n'allez pas me dire que vous ne mouillez pas le terrain, vous ne faites pas le DA, comme vous dites, quand vous avez un peu... quand vous marchez public, vous ramène quelques sous. Vous l'avez fait aussi, non? J'ai pas compris. J'ai pas compris votre question. Non, vous savez. Vous n'entretenez pas la base. Vous savez, monsieur Adoukonou a soulevé un point très important qu'il faut noter, qui
qui encourage le phénomène. Quand nous avons une société qui est avide d'argent, quand vous venez avec un projet de société, moi je me rappelle lors des élections législatives où j'étais candidat, n'ayant pas les mêmes moyens que les candidats de ma localité, mais vous allez beau parler, promettre des tonnes de choses. Si à la fin de la séance, les gens ne trouvent pas ce qu'il faut pour pouvoir manger et se boire à la maison, c'est qu'on vous tasse de comédiens. D'accord? Donc la société lui-même façonne le type d'acteur politique que nous avons. Donc vous avez essayé quand même. Non, ce n'est pas à force d'essayer. Nous voulons arriver à cet idéal-là où les comptes valeurs ne sont plus célébrés, où c'est les vraies valeurs. Vous ne nous dites pas ce que on veut savoir, les téléspectateurs. Vous êtes contenté juste de votre projet de société. Juste de votre projet de société. D'accord. Non, monsieur Xavier, vous savez que quand même, la loi a prévu un fonds pour les campagnes. Cela voudra dire qu'on ne fait pas la campagne sans argent. Mais la loi l'a encadré. Et donc, après une séance de présentation de votre projet de société, il n'est pas interdit qu'une petite collation pour soit offerte à ceux qui sont venus dans la mesure de vos moyens. Pour digérer le projet. C'est là où tout se joue. Et puis les comptes de campagne sont déposés à la fin de jour. Mais c'est qu'on assiste à des cas d'exagération. On assiste à des cas d'exagération. Et il faudrait quand même que avec le temps, on ait les moyens quand même de contrôler aussi les dépenses électorales. Vous savez, ce qu'on fait aujourd'hui est déclaratif. C'est-à-dire à la fin, vous déposez à la Cour des comptes vos dépenses avec les pièces justificatives. Mais personne ne vous surveille peut-être lorsque vous êtes quelque part en train de faire quelque chose qui est obscur. Mais comme ça se fait en Europe, déjà, on vous contraint à utiliser des cartes bancaires et la traçabilité de vos transactions financières et à travers la carte, tout ça là, on peut le contrôler. Vous voyez? Donc, il faut qu'on évolue pour arriver à toutes ces étapes-là. Mais je signale que ça ira pas à pas. Mais surtout, il faut que le peuple accompagne. Comme je vous le dis. Parce que si les gouvernants veulent aller dans ce sens, si vous voyez aujourd'hui la tendance des citoyens, les gens préfèrent même le président qui va laisser le pays à tout le monde. Puisque les gens disent que sous un monsieur X, quand même tout le monde arrive à avoir sa part du gâteau. Mais contrairement peut-être à ce qu'on assiste sous la rupture, que personne n'a rien, que c'est un groupe qui s'en accapare le gros lot. Ça veut dire que les gens démontrent qu'il faut qu'on ouvre le champ à tout le monde. Mais attention, il y a la question de la prospérité partagée. Non, ce que je dis... Il ne s'agit pas de donner de l'argent à X, mais de créer des conditions. Des conditions sur la base des résultats économiques que nous avons pour que chaque citoyen puisse être impacté. Les conditions dont nous parlons, peut-être tu le sais, les débats que nous faisons avec ceux qui sont dans cette tendance, mais ils vous parlent avec des exemples à l'appui pour dire, voilà sous l'autre régime, voilà comment j'ai fonctionné. Et en toute illégalité, ils vous le démontrent pour avoir mon butin. Mais visiblement aujourd'hui, le système d'illégalité est fermé. Vous voyez. Donc, c'est un peu... c'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble. Et il faut travailler à ce que nous tous, nous puissions savoir que ce qui peut rester, c'est le pays. Mais nous-mêmes, on s'en va. Il faut qu'on arrive à ce niveau d'abord pour que nous tous, même nous-mêmes qui parlons, nous sommes dedans. Personne n'est exclu. Ça dit que le Béninois est à nous tous et il faut travailler chacun à se départir. Personne n'est exclu. D'accord? Et la démocratie, c'est un tout. Si je suis journaliste et que je ne fais pas bien mon travail, que je suis prêt peut-être, excusez-moi, à se faire soudoyer, à se faire corrompre pour créer une ligne éditoriale qui n'a rien d'objectif. Par un comptable, par exemple. En le faisant, je pense en tosse à la démocratie
que je chante tous les jours, Oui. et je ralentis la lutte contre la corruption. Chacun à son niveau est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour qu'on n'avance pas. Oui. Et donc, il faut qu'on se corrige en synergie. Il ne faut pas penser que bon, c'est le gouvernement seul. Chacun Doit jouer sa partition. Individuel. à son niveau doit pouvoir faire son travail. J'ai écouté l'homélie de l'archevêque de Lomé et qui est en train de dire à chaque Togolais ou bien à chaque citoyen de comprendre que chacun est dans une mission que Dieu lui a confiée et que c'est en accomplissant bien sa mission que la mission de la nation sera accomplie. Il ne faut pas que quelqu'un pense que ce qu'il doit faire, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire Oui. à ma place. C'est faux, voilà. Voilà. Il nous reste exactement 10 minutes. Nous allons parler du second sujet très rapidement. À l'Assemblée nationale, le vote du budget a eu lieu hier. On va dire au regard du rapport de force politique, il y a déjà quelques polémiques autour, puisque peut-être pour la première fois depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ce n'est pas 28 qui ont voté contre, mais 27. On indexe déjà l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale d'avoir voté pour. Il y a une critique, en tout cas, les réseaux sociaux bruissent de commentaires. Est-ce que, par rapport à ce vote de budget, est-ce les premières fissures au niveau du parti, les démocrates, au-delà même de leur vote et du résultat du vote? Bon, M. Xavier, par rapport au vote du budget, je crois que, de toute façon, aujourd'hui, il y a une majorité présidentielle qui se dégage au niveau du Parlement. Mais nous avons tous constaté que les députés qui se réclament de l'opposition ont eu à voter le budget 2024 en commission. Et en plénière, 27 ont voté contre et 1 pour. Donc, de toute façon, c'est peut-être déjà des soubresauts, d'accord, des fissures, d'accord, entre la posture qu'adopte le parti de l'opposition. Comme vous le dites, mais comme vous le dites, est-ce qu'il y a une logique à voter le budget en commission et voter pour et voter contre en plénière? Vous savez, bon, depuis cette 9e législature, nous avons vu une dynamique du parti les démocrates au Parlement qui ont l'habitude de rejeter même les rapports d'activité. Donc, il y a une dynamique qui est là. Maintenant, moi-même, je suis quand même surpris que ce parti-là ait décidé de voter pour le budget 2024 en commission. J'ai même cru comprendre qu'il y a eu des amendements. Le parti de l'opposition, qui se réclame de l'opposition au niveau du Parlement, a eu à faire 5 amendements. De ce que j'ai lu, 3 ont été pris en compte. Il y a aussi d'autres amendements des autres partis politiques, UPR et Bloc républicain. Donc, sur 5, 3 ont été pris en compte. Donc, c'est peut-être ce qui justifie le fait que l'un des vice-présidents du Parlement, qui est membre de ce parti, a décidé, et qui conduisait la séance, a décidé de voter pour le budget parce que conscient que les doléances, au moins quand même plus de la moitié des doléances ont été prises en compte. C'est peut-être aussi, je ne serai pas alarmiste, c'est peut-être aussi des fissures qui commencent par s'afficher au niveau de ce parti-là, qui avait pour habitude de voter à l'unanimité 28 députés contre les programmes d'activité du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, je ne serai pas alarmiste. Peut-être que le vice-président a décidé de ne plus suivre la dynamique de groupe, a décidé quand même en son âme et conscience d'être conséquent, puisqu'ils ont eu à voter le budget en plénière, en commission. Pourquoi ne pas voter ce budget-là en plénière alors que même les amendements ont été pris en compte? Donc c'est sûrement ce qui justifie ce choix-là d'un des membres de ce parti à voter pour le budget. De toute façon, les jours à venir, les semaines à venir, nous éclairons davantage par rapport à ça. Voilà, en tant que nous, peut-être qu'on s'alarme pour rien, c'est le jeu habituel. Donc, qu'un parti d'opposition s'oppose au vote du budget,
il n'y a pas matière à s'alarmer? Bon, je crois d'abord qu'il faut faire remarquer que, au terme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le vote est personnel. Oui. Le vote est personnel. On ne vote pas en groupe. C'est la pratique parlementaire politique qui fait que, pour la plupart des cas, on s'aligne sur la position de son groupe parlementaire. Sinon que le vote en soi, il est personnel. Ce n'est pas parce que je suis démocrate que je suis tenu de m'aligner sur la position des démocrates. Et je pense que il faut d'abord penser que c'est sur ça que l'honorable Ahossi a joué. Il a voté en toute conscience. Je pense également que la position de M. Basile Ahossi en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et qui a dirigé la séance que j'ai suivie de bout en bout et avec beaucoup d'enthousiasme. Et les amendements qu'ils ont faits, comme vous l'avez dit, la plupart ont été pris en compte. Et il n'y avait pas matière pour que, quand même, ce serait un peu honteux de sa part pour avoir dirigé la séance de cette façon et de voter contre le budget. Je pense que je ne dirais pas pour le moment que c'est une fissure en tant que telle, mais vous savez, ma grande préoccupation quand j'ai vu ce vote, ce qui m'est arrivé rapidement à la tête, bon, en tant que politique, je me suis dit, mais est-ce que la loi d'amnistie, les démocrates l'ont envoyée à l'Assemblée tout en étant conscient que ça sera voté, ou bien, bon, c'est pour jouer au carita. Pourquoi vous faites le lien? Voilà, pourquoi il fait le lien? Cette loi d'amnistie ne peut pas être votée sans que la majorité présidentielle ne s'y associe. Oui. Mais si celui qui veut des voix de la mouvance présidentielle, à chaque occasion, ou bien à des occasions, je dirais, inutiles, où leur voix ne servirait même à rien, parce que même si Ahossi ne votait pas, la loi allait passer. Donc, à des occasions où même leur voix ne signifierait rien, il ferait mieux de montrer que, oui, nous-mêmes, on est opposants, mais si vraiment les choses sont justifiées, on peut voter pour vous, histoire d'attendre que le revers soit possible. Mais s'il y a des occasions pareilles, ils ont des positions raidies, inutiles, juste parce qu'on veut présenter une face de l'iceberg au peuple, ne souffrez pas que demain, les autres refusent aussi de voter pour leur loi d'amnistie. Est-ce que c'est aussi simple? Non, c'est ce que je dis. Si on prend la contraposée de ce que vous dites, les démocrates auraient dû voter tout ce que la majorité veut. Non, c'est pas pour espérer non, que... c'est pas tout ce que la majorité veut. Oui. Mais ce que moi je dis, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose d'inutile à l'Assemblée nationale? Non, tout est politique. Ce que moi je dis, c'est humain. Oui. C'est-à-dire, tu auras besoin de moi demain. Oui. Mais aujourd'hui, où des occasions se présentent, où je dirais peut-être que moi j'ai besoin de toi. Oui. Toi, tu n'as jamais répondu favorable. Donc, n'attends pas que demain, moi-même, je te sois favorable. Oui, parce que quand on voit entre le vote du budget général de l'État et le vote d'une loi d'amnistie, par exemple, ce qui est plus préoccupant et qui est plus difficile, c'est le vote de la loi d'amnistie. Mais si pour le budget, où on a besoin d'une majorité simple, on fait l'opposition, on fait le démocrate, est-ce que c'est demain où on a besoin des autres qu'on pourra venir négocier? Non, il faut qu'on soit conséquent. Cependant, moi je ne vois pas les raisons qui ont poussé les démocrates à voter contre. Parce que le budget de l'État, par définition, c'est l'acte qui prévoit en recettes et en dépenses. Y compris leur propre budget. Y compris leur propre budget. Donc ils viennent de rejeter leur propre budget. Pour le pays, donc, qu'est-ce qu'il y a dans un budget qui est aussi difficile, où on ne peut pas donner les moyens
au gouvernement de se faire payer soi-même, puisque le budget de l'Assemblée nationale est intégré au budget général de l'État. Oui, pour finir. C'est que les démocrates, malheureusement, sont obligés de faire cette chose parce que tout ce qu'ils ont dit au peuple, arrivé à l'Assemblée nationale, ils n'ont plus d'autres moyens que de voter contre pour montrer que nous sommes là. Ils sont là. Bon, On finit. non, par rapport à ça, M. Adoukounouo a dit tout à l'heure que les votes à l'Assemblée sont personnels. Oui. Donc, en même temps, ce n'est pas parce qu'ils ont eu à rejeter, à voter contre le budget que peut-être au niveau de la loi sur l'amnistie, étant conscient que les votes sont personnels, les députés de la majorité ne voteront pas, puisque la question de la loi sur l'amnistie, c'est une question vraiment d'ordre social et politique. Et nous avons tous envie quand même qu'il y ait une réconciliation nationale du nord au sud et que cette loi d'amnistie est la bienvenue. Donc je crois que en ce temps, les députés, toutes tendances confondues, feront ressortir le génie béninois pour que nous puissions quand même arriver à la libération de nos frères et sœurs en prison. Le fameux génie béninois. Merci Robert Abadagan. Je rappelle que vous êtes analyste politique et entrepreneur dans la vie, proche du membre du parti FCBE pour un Béni. FCBE. Force-Cori.Bénin émergent. Force-Cori.Bénin émergent. Antoine Adoukounouo, analyste politique, comptable, membre du parti Bloc républicain. Que vous nous représentez par ce plateau, bien évidemment. Merci, Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.